C'est bien d'avoir choisi de nous emmener sur l'île de la Cité. On n'avait encore jamais posé nos caméras ici. Vous aimez ce quartier? Alors c'est pas spécialement le quartier, c'est précisément la Sainte-Chapelle que j'avais très envie d'aller voir. La Sainte-Chapelle, elle est moins visitée que Notre-Dame qui se trouve juste à côté. C'est peut-être parce qu'elle est complètement imbriquée qu'elle se cache un peu derrière le palais de justice. C'est étrange cette imbrication. Sans doute, je vais croiser encore beaucoup de doutes, me cogner dans... Quand vous dites que vous aimez pénétrer dans les lieux de culte, qu'est-ce qui vous attire davantage? Je crois que c'est le calme en premier. J'aime bien aussi l'odeur d'encens. Puis les vitraux aussi, ça participe vachement, je trouve. La lumière qui passe à travers les vitraux quand on a la chance d'arriver à ce moment-là. Est-ce que la beauté, vous, ça peut vous donner le vertige? Je sais pas si c'est le vertige le mot qui viendra en premier, c'est plus... ça m'éblouit, ça me pose aussi, tout d'un coup ça me donne envie de m'arrêter. Je trouve que la beauté est assez forte pour arrêter le temps. Ouais, c'est ça ce que j'aime bien. Moi je trouve que ça nous décroche en fait du sol, de la réalité. C'est vraiment fait pour s'élever. Bonjour Mademoiselle K. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous venez de sortir votre nouvel album Sous les brûlures, l'incandescence intacte. On va évidemment parler dans cette émission de votre passion inconsumable pour la chanson. Mais avant, on va aller visiter cette Sainte-Chapelle qui, elle aussi, a une histoire à nous raconter. On y va? J'ai hâte. Allez. Avec plus d'1 million de visiteurs par an, la Sainte-Chapelle est le 15e site le plus visité de Paris. Ce chef-d'œuvre gothique niché au cœur de l'île de la Cité a été édifié au XIIIe siècle par Saint Louis pour servir d'écrin aux reliques de la Passion du Christ, notamment la couronne d'épines. Récemment restaurée, elle scintille sous le ciel de la capitale et nous livre ses secrets. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Merci. Donc vous connaissez chaque recoin de cette Sainte-Chapelle qui est évidemment un édifice religieux, mais qui est aussi un haut lieu de l'histoire de France. Exactement, puisque la Sainte-Chapelle en fait était à l'intérieur du premier palais des rois de France à l'origine. Elle a été demandée par Saint Louis en quelques années, 6 années à peine, puisque Saint Louis a acheté la couronne d'épines en 1239. Ce qui est caractéristique d'une chapelle palatine, c'est une chapelle à 2 niveaux. Donc une partie basse qui était exclusivement réservée aux domestiques du palais, et la partie haute, elle, qui était réservée au roi uniquement, et à ses proches. Qu'est-ce qui reste de l'époque de Saint-Louis ici? On a les vitraux surtout, puisqu'on a quand même 70% des vitraux qui datent du Moyen-Âge. Voilà. On y va, bien sûr, évidemment. C'est tellement impressionnant cette surface vitrée, c'est unique à Paris. Unique, j'ai envie de dire presque au monde, en tout cas. Pour un si petit endroit, on a presque plus de verre que de pierre à la Sainte-Chapelle. 1113 vitraux, donc ils vont nous raconter presque toute la Bible, en fait. C'est une bande dessinée géante. Exactement. On a la Genèse qui commence ici et on va aller jusqu'à la Passion du Christ, la verrière axiale, et puis l'Apocalypse également, les derniers jours du monde. Là, sur la rosace? Oui, sur la rosace. Alors la rosace qui est du XVe siècle, elle n'est pas d'origine en fait, c'est pas celle qu'a vue Saint Louis. C'est pas que les vitraux, c'est toute la structure. Oui, exactement. En fait, tout le remplage, ce qu'on appelle le réseau de pierre en fait de la rosace, tout ça, ça date du XVe siècle, y compris les vitraux à l'intérieur. Au XIIIe siècle, on est plutôt dans les dominantes bleues et rouges, qui sont les couleurs qui sont à la mode au XIIIe siècle, et au XVe siècle, on est plutôt dans le vert. Ah, c'est super beau. Je pensais vraiment pas que c'était à ce point-là. Que du vitrail. Et là, donc? Alors là, on est devant la tribune des reliques. On parle beaucoup de la couronne d'épines à la Sainte-Chapelle, mais ce que je rappelle souvent aux touristes, c'est que c'était l'un des plus beaux trésors de l'Occident chrétien médiéval, et le plus riche en reliques de la Passion. Il y avait par exemple un morceau de la croix, un clou de la crucifixion. À travers ces reliques, en fait, ce que cherche à faire le roi véritablement, c'est de rentrer en concurrence directe avec certaines villes comme Rome. Faire de Paris au XIIIe siècle une nouvelle capitale chrétienne. I'm sick of being scared and scared because I like you. I'm sick of double beds, the distance makes me useless. It's sick how you're
Catherine, on va débuter par ton nom de scène, Mademoiselle K, éternelle mademoiselle, même dans 15 ans. À la base, c'était parce que j'avais dit que je me marierais jamais et que je n'appartiendrais jamais à personne. Voilà, c'est parti de là en fait. Et puis c'était aussi par réaction au Miss. J'avais une pote qui m'avait écrit en me disant « Salut Miss K ». Et je trouvais ça très moche. Alors que j'adore l'anglais, mais Miss K, je trouvais ça très moche. Donc du coup, par réaction, j'avais dit non, c'est Mademoiselle K. Bon, on va parler de ton dernier album qui vient de sortir. Sous les brûlures, l'incandescence intacte, c'est l'autopsie d'une rupture amoureuse. Alors, tu nous racontes une histoire. On part vraiment au fond de la mine avec la fulgurance du désamour, les pleurs, et puis ça progresse. On arrive finalement à la renaissance de l'espoir. Il y avait une urgence à raconter cette histoire-là, à faire cet album-là. Il y a toujours une urgence. À un moment, j'ai l'impression qu'on accumule du vécu, des sensations, des émotions, surtout. Et puis, à un moment où il faut absolument que ça sorte, il faut absolument que ce soit dit. Et surtout que ce soit transformé, que l'essai soit transformé. Et c'est ça ce qui m'intéresse dans une chanson. C'est un disque hétéroclite au niveau des sons. En ce qui concerne les textes, il y a une maîtrise de soi. Enfin, on te sent moins en colère qu'à tes débuts. Est-ce que ça s'appelle la maturité? Ouais, on peut, ouais. Je pense que je peux assumer ce mot-là quelques instants. Oui, je pense qu'il y a une volonté d'être peut-être moins violente dans ma manière de faire et plus constructive, même si je pense que la violence peut être constructive justement quand on fait de la musique. Mais voilà, essayer de prendre un autre chemin et aller vers quelque chose de plus lumineux, justement. Sous les brûlures, incandescence intacte. Derrière les murs, la solution me lâche. En vérité, nos vérités ont tant de visages. En vérité, j'ai le dos qui tremble de porter toute ma L'exploit aussi, c'est d'avoir réussi à autoproduire cet album avec ton label Cravache. Tu as fait appel aux internautes pour collecter des fonds et je crois que ça a fonctionné au-delà de tes espérances. Ouais, on avait demandé 20 000 €, on a eu 67 000. C'était pas des dons, on a vendu des produits, en fait, de merchandising, un sweat, un t-shirt, une culotte un peu marrante. Et ça a très bien pris et sur la base j'avais même pas fait écouter de nouveaux titres. Donc ça, c'était très fort, ouais. C'était très touchant de voir que ta fanbase est là et qu'elle te suit quoi qu'il arrive. En fait, tu n'as plus de maison de disques depuis ton dernier album, Hungry Dirty Baby, sur lequel tu chantes en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pas passé du jour au lendemain. J'avais prévenu la maison de disques, j'avais dit voilà, le prochain album est en anglais. On m'avait fait comprendre avant qu'ils me suivaient et puis en fait, finalement, ils m'ont dit non. En fait, on pense que tu vas perdre ton public, que c'est une erreur. Voilà, donc nous, on ne te suit pas sur cet album. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai monté ma boîte Cravache avec celui qui allait devenir mon manager. Et je suis vraiment ravie de cette expérience parce que ça a été un renouveau pour lui comme pour moi. C'est aussi très gratifiant quoi, quand on y arrive et quand on arrive à sortir des albums avec sa propre structure. Je crois que le titre Hungry Dirty Baby s'inspire de la rupture dans le film La vie d'Adèle. C'est un film qui t'a vraiment marqué esthétiquement? Ce qui m'a marqué dans ce film, entre autres, c'est l'actrice Adèle qui est hyper touchante. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de gros plans. Par exemple, quand elle pleure, mais tellement entièrement. Il y a même la morve qui coule. Il y a tout qui coule, en fait, d'elle. Et il y a des gros plans qui sont faits sur elle. Et je me rappelle, pendant le film, plein de fois, je me disais, mais essuie-toi la morve. Mais en fait, c'est des moments, elle est tellement envahie par l'émotion que c'est ça, en fait, le plus important. Et c'est ça ce qui m'intéresse dans Hungry Dirty Baby, c'est le fait d'être dans l'émotion pure et de laisser tomber tout ce qui est l'apparence et juste partir courir nu à Luxor et rêver, en fait. Et pourquoi en anglais? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à dire en anglais qu'en français? Non, c'est différent. C'est comme coucher avec une fille ou coucher avec un garçon, c'est différent. Non, mais c'est pas pareil, mais c'est pareil, en fait. Je veux dire, c'est le même genre de différence, c'est-à-dire que les deux sont merveilleux et riches et il se passe des choses différentes. Tu abordes aussi les questions de l'identité sexuelle, du genre. Je pense notamment à cette chanson dans laquelle tu dis, je te cite, « I could be your boy, your girl, have you chosen, choices are not easy ». Je traduis, je pourrais être ton homme, ta femme. Est-ce que tu as choisi, les choix ne sont pas faciles. Le propos, c'est quoi? C'est analyser un trouble, une hésitation, c'est casser les frontières? C'est un peu tout ça, si tu réponds très bien. En tout cas, je pense pas que ce soit un trouble.
de se sentir androgyne, de se sentir... déjà, ça n'est plus le cas. J'ai eu une phase où je pouvais me sentir... je ne sais pas si c'est mi-homme, mi-femme. Ou... Il y a tellement de choses que j'ai mieux compris depuis aussi entre ce que la société nous fait, peut nous renvoyer. J'ai quand même pas mal de réponses par rapport à il y a 10 ans, à quand j'ai commencé à être Mademoiselle K. Jalouse à en faire trembler les gens. Et même si c'est moi qui casse, je m'en fous, je veux pas qu'on me remplace. Tu as une image de rockeuse guerrière depuis tes débuts et ces titres comme Jalouse ou Ça me vexe qui ont une énergie un peu punk. On a un peu du mal à imaginer que tu étais une ado timide. Je suis vraiment capable d'être extrêmement timide, d'être là, genre pour aller parler à quelqu'un, c'est pas possible. Et à l'inverse, j'ai des phases comme ça où je peux être complètement conquérante et en avoir rien à foutre. Et la scène m'a beaucoup aidée quand même. M'a beaucoup aidée à prendre confiance là-dessus. Et autant la scène, c'est pas la vie, autant la scène permet des choses dans la vie que je me serais pas permis avant. Dans son Paris des Arts, Mademoiselle K a voulu rencontrer la dessinatrice Juliette Seydoux qui nous offre des dessins organiques à la limite du surréalisme. Rien n'échappe au regard de Juliette qui désosse et rhabille les corps, les insectes, les crânes avec une précision redoutable. Enchantée, Valérie. Bonjour. Je précise que vous ne vous connaissez pas, Non. mais Catherine a absolument eu envie de vous rencontrer. Pourquoi est-ce que vous avez voulu absolument découvrir le travail de Juliette? En fait, on a un ami en commun et je suis tombée un jour dans son salon sur ça. Et j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai adoré. Tout de suite, j'ai dit, mais c'est qui? C'est quoi? Qui? Elle te vient d'où, cette fascination pour les insectes? C'est juste de prendre quelque chose d'infiniment petit qui sert à rien et de le rendre très important. Ça fait une espèce de dichotomie que je trouve très drôle et que j'adore travailler avec les dualités, les choses comme ça. Donc, Phosphorescent dans nos rêves éveillés. Juliette, on voit bien au fond des choses, elle analyse, elle décortique, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Un petit peu comme dans tes chansons, c'est ça qui te plaît? Ouais, enfin, j'aime aussi le côté noir et blanc, le fait que ce soit au bic. Et puis j'aime ce que ça raconte, quoi. Notre feu sans artifice. Je sais pas, ce visage-là, il y a... en tout cas, j'aime bien parce qu'il y a un truc très animal et en même temps et végétal. Enfin, on voit des arbres, C'est aussi une quête, c'est un peu une chasse au trésor, regarder un tableau, je trouve. Pour ce dessin-là, combien d'heures de travail? énormément. C'est 1 mois en résidence d'art et c'est 5 heures par jour. Et c'est aussi beaucoup de recherche parce que j'ai un livre avec tous les intérieurs des animaux, des trucs, des cellules et des feuilles. Et c'est vraiment une trituration mentale. Il vous vient d'où ce souci du trait ultime, de rentrer au fond des Le choses? remplissage du néant. Voilà. La Le peur du remplissage, vide. c'est vrai, la peur du vide? Le comptage de jours, c'est un truc complètement cathartique et ça me permet de me guérir de plein d'angoisses du vide. Donc c'est pour ça que je le fais très détaillé et je remplis le maximum que je peux. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Sur la table, il y a un triptyque. Ce sont des chiens? Des loups? Ce sont des chiens affamés qui fument. Tout simplement. Et j'adore mettre des animaux et les humaniser. Ouais. C'est ma passion. Ouais. Humaniser les animaux, je trouve ça très fable de La Fontaine en fait. Parce qu'on peut dire des trucs sur les humains grâce aux animaux et du coup ça fait un petit truc un peu un biais. Sous les brûlures, l'incandescence intacte. Et c'est maintenant l'heure de notre questionnaire du Paris des Arts. J'y pense parce qu'on n'est pas loin, là, c'était ce pont-là. Il était rempli de cadenas de tous les amoureux du monde à l'époque et c'était avec mon ex encore, donc c'est un souvenir encore assez vif. Et on s'était fait une petite vidéo là en s'embrassant avec Notre-Dame derrière et c'était vachement bien. Ce grand espace aussi qu'il y a devant Beaubourg, il y a plein d'artistes, il y a des artistes de rue des fois qui viennent. J'aime bien aller au 104. Ouais, j'aime bien, il y a toujours des danseurs qui viennent s'entraîner. C'est un lieu où il y a régulièrement des expositions.
Un lieu qui s'appelle les Marmites Volantes dans le 19e. Ils proposent des plats végétariens ou pas végétariens. Et ils proposent de livrer aussi à domicile à vélo dans des marmites. Et ils récupèrent les marmites, donc c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de gâchis. Il manque beaucoup trop on manque d'espace vert, on manque de verdure. Par exemple, j'aimerais beaucoup que très rapidement on puisse enfin ouvrir entièrement, par exemple, la petite ceinture. Sur la petite ceinture, justement, quand on le fera à un grand parc, j'adorerais faire un concert dedans. Exigeant. Pour moi, c'est la même chose, il y a le Parisien, la Parisienne, tous en terrasse. Belle. Merci Catherine. Merci. Ainsi s'achève ton émission. Vous pouvez bien sûr retrouver le Paris des Arts consacré à Mademoiselle K sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite.